Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, on fabrique ça. Un Motorola des années 80. Non, peut-être pas quand même. Ça paye pas vraiment de mine, mais je peux vous garantir que pour moins de 5 €, c'est un truc qui va vous sauver et qui déchire. Comment ça paye pas de mine? Excuse-moi, mais c'est quand même un point d'accès Wi-Fi solaire et toute l'électronique qu'il y a dedans, ça coûte moins de 5 €. C'est vrai. Donc là, n'importe où en France, tu te balades avec ça, Oui. bam, tu peux te faire un point d'accès Wi-Fi. Alors c'est vrai, c'est la version un peu upgradée, ça coûte un petit peu plus que 5 €, mais clairement, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, pour moins de 5 €, c'est-à-dire le prix d'un simple ESP32, donc plus ou moins 2 € sur AliExpress, vous allez pouvoir vous construire un point d'accès qui va vous sauver. Que vous soyez dans un appartement avec plusieurs étages où le Wi-Fi passe pas, que vous ayez la chance d'avoir un grand parc ou un grand domaine dans lequel vous avez, je sais pas, des gîtes ou j'en sais rien, vous allez pouvoir utiliser ça en version simple ou en version upgrade avec le panneau solaire. C'est parti? Bah ouais. Il y a un sponsor aussi. Ah oui, c'est vrai. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez le DIY et donc vous aimez pas forcément aller trop chez le garagiste, vous aimez bien faire les choses par vous-même. Et ça tombe bien parce que Carly, c'est exactement à propos de ça qu'il s'agit. Oui, ça se dit, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, j'ai exactement dit les bonnes choses. Carly, c'est un boîtier OBD que vous allez pouvoir installer dans votre voiture pour pouvoir effectuer des diagnostics très poussés sur l'état de votre batterie, des voyants sur votre tableau de bord. Vous allez pouvoir faire plein de choses et éventuellement en obtenir des diagnostics qui vont vous permettre d'effectuer des réparations par vous-même et donc faire de grandes économies si vous êtes un petit peu bricoleur. Ce petit boîtier, il suffit de le connecter sur le port OBD de votre voiture et en plus en fonction de la marque et du modèle que vous possédez, vous allez pouvoir bénéficier de fonctionnalités qui sont plus ou moins poussées, notamment si vous avez par exemple une Skoda, une Seat, une Volkswagen, une BMW, une Mini, vous allez en plus pouvoir utiliser des fonctionnalités de codage uniques qui sont bien spécifiques à votre véhicule. Un exemple tout bête, je vous conseille pas de le faire, mais vous pouvez dire au revoir au start and stop automatique si vous voulez. Aussi, ça vous permet de vérifier le kilométrage réel de votre véhicule parce que tout le monde le sait, quand on va acheter une voiture d'occasion, parfois il est possible quand même de bidouiller le compteur kilométrique, mais si vous avez un petit boîtier comme ça, vous pouvez le connecter et directement vérifier le véritable kilométrage du véhicule. C'est quand même pas mal. Alors vous le voyez là sur mon véhicule, j'ai pu faire un diagnostic, il y a plein de choses qui se sont passées au niveau de ma batterie, au niveau de plein de paramètres, et ça a absolument tout analysé. On peut voir que mon véhicule par exemple est dans un état qui est pas forcément ouf, il est juste acceptable et qu'on a détecté un certain nombre de problèmes. Et quand je me rends dans le détail, je vais pouvoir savoir un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de mon véhicule. J'ai aussi des fonctionnalités d'entretien, de données en live pour savoir ce qui se passe en temps réel sur mon véhicule. Bref, c'est très pointu et c'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'avoir la main sur le maximum de possibilités au niveau de votre véhicule, c'est génial. Alors évidemment avec Artus on en a profité, on l'a testé avant de nous faire cette publicité, c'est vraiment super et vous pouvez profiter de 15% en lien dans la description en rentrant le code Poulain au moment de votre commande. C'est vraiment super et au final vous allez réaliser des économies, donc le boîtier est totalement rentabilisé dès le premier bricolage que vous allez avoir à faire sur votre véhicule. Foncez dans la description si ça vous a intéressé ou si ça a piqué votre curiosité. La suite de la vidéo dès maintenant. Donc on vous l'a dit, le projet se base sur un ESP32. Donc on vous met les liens dans la description. Le ESP32, c'est un petit peu la puce qu'on vous présente maintenant dans presque tous les projets. C'est une sorte d'Arduino Wi-Fi encore plus puissant. Et comme toujours, quand on a des bons projets comme ça à vous présenter, la plupart du temps, ils se retrouvent sur GitHub. Alors ici, on est sur un fork d'un projet qui était déjà existant et qu'on vous avait déjà présenté avec Baptiste dans une précédente vidéo. Un fork, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui vient reprendre une partie du code, tout en citant la personne d'origine quand il fait bien les choses, et qui ensuite va l'améliorer à sa façon. Donc là, ce qu'on utilise, c'est ESP32 NAT Router Extended. Et pourquoi on utilise ce fork? Et parce qu'il est plus régulièrement mis à jour et il est surtout amélioré au niveau de son interface. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les indications qui sont vraiment très simples et qui sont données par le créateur du projet. Donc pour ça, on se retrouve tout en bas et on va utiliser la version alternative graphique qui permet, grâce à un utilitaire, d'installer le firmware sur le ESP32. La première des choses, ça va être de télécharger l'utilitaire de Espressif, donc le créateur de l'ESP32, et de télécharger le firmware directement sur le GitHub. Alors je vous le rappelle, un firmware c'est un fichier combiné, vous ne pouvez pas directement accéder au code, c'est qu'un seul fichier .bin la plupart du temps que vous allez directement transférer avec le bon utilitaire sur la mémoire de votre microcontrôleur. Donc on le retrouve ici dans l'onglet Release, on vient cliquer dessus. On télécharge la version correspondante, donc nous on n'a pas une mise à jour, on veut la version complète et on a un ESP32 classique. On télécharge et donc on se retrouve avec notre utilitaire, Flash Download Tool juste ici qu'on va ouvrir. On choisit la puce ESP32 et ensuite avec l'utilitaire on vient indiquer le chemin du firmware qu'on a téléchargé sur le GitHub. Ensuite on suit les indications, ici on vient indiquer 0x0, il n'y a plus qu'à brancher notre ESP sur notre ordinateur. C'est bon, il est reconnu. On choisit le port COM juste en bas, donc nous on est sur le port COM 3. On règle comme c'est indiqué sur la capture d'écran du créateur du projet. Donc on vient décocher cette case et on fait Start. Et voilà, maintenant ça va mettre le firmware sur notre ESP32.
Donc ça y est, le firmware est normalement installé sur notre ESP32, donc on peut quitter le logiciel, et ensuite on vient le débrancher et le rebrancher pour être sûr qu'il est dans un mode normal et pas un mode de téléchargement de firmware. Et là, normalement, si on regarde les réseaux Wi-Fi avec notre téléphone, hop là, ESP32 NAT Router. Donc on va se connecter dessus, et ce qu'on va faire, c'est qu'en se connectant dessus, on va pouvoir accéder à l'interface de configuration du microcontrôleur, renseigner les informations de notre Wi-Fi actuel, pour que ensuite, quand le contrôleur va redémarrer, il puisse directement se connecter au Wi-Fi et l'étendre à travers son propre réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'adresse du contrôleur, quand vous êtes là par exemple sur un iPhone, ce que je fais, c'est que je clique sur le petit i et je viens regarder en bas l'adresse du routeur. On fait copier, on se retrouve ensuite dans le navigateur internet et on va coller l'adresse du routeur. Et voilà, on a donc l'interface de configuration de notre ESP32. Ce qu'on va faire, c'est changer les informations du point d'accès pour que ça soit un petit peu plus joli comme nom de Wi-Fi. Et surtout, comme je vous l'ai dit, on va rentrer les informations de notre Wi-Fi actuel. Donc c'est bon, il nous dit que la configuration est chargée et que ça va redémarrer, donc il n'y a plus qu'à faire des tests sur notre nouveau réseau Wi-Fi. Donc là, théoriquement, pour à peu près 2 €, j'ai mon point d'accès Wi-Fi qui va me permettre d'étendre ma connexion puisqu'Artus a fait tout ce qu'il fallait au niveau de l'ESP32 pour qu'il fonctionne comme ça. Ceci étant dit, il était relié à un ordinateur, donc il était alimenté électriquement. Et donc moi, je vais pouvoir l'utiliser un peu n'importe où et pour ça, je vais le connecter à une batterie. Donc à partir de maintenant, il est alimenté et je vais pouvoir m'y connecter. On le voit juste ici, ESP32 LF Poulain. Je clique dessus et bon, il n'y a pas de mot de passe, il va me mettre réseau non sécurisé, mais je vais pouvoir tester les débits. Alors, on va aller sur NPerf et on va regarder ce que ça donne. J'ai juste à côté là 3 mégabits, 4 mégabits, 2 mégabits, c'est assez variable. Et là, entre 5 et 7 mégabits en envoi. On va aller voir la dernière vidéo des frères Poulain. Évidemment, on l'aura pas en 4K plein débit, mais on peut naviguer de manière parfaitement correcte tant qu'on a un débit comme ça. Voilà. J'ai la vidéo qui démarre direct, je peux avancer en plein milieu, et c'est bon, ça repart. Donc, on a vraiment la possibilité de naviguer sur Internet, certes avec un petit débit, mais quelque chose qui dépanne et qui fonctionne réellement. Mais j'ai besoin de savoir avant tout comment il va consommer pour pouvoir le faire fonctionner sur batterie ou sur un panneau solaire ou autre. Donc, on va le connecter dès maintenant à un testeur USB pour voir ça. Résultat des tests, très bonne nouvelle, lorsqu'on est en idle, c'est-à-dire lorsque le point d'accès ne fonctionne pas vraiment mais qu'il est juste connecté au Wi-Fi, on est environ à 0,5 watts, ce qui est une consommation absolument ridicule, donc la batterie va tenir très longtemps, et on a fait des pointes jusqu'à 5-6 mégabits qui nous ont fait consommer en pointe pendant une demi-seconde peut-être, environ 1,4-1,5 watts avant de redescendre immédiatement à 0,8, 0,9 watts. Donc là c'est une excellente nouvelle, on a un ESP32 aux alentours de 2 €, une consommation ridicule, et un débit qui, somme toute, au regard du prix, est assez intéressant puisqu'on arrive à atteindre 5 mégabits. On pourrait s'arrêter là, mais il est temps maintenant d'en faire un boîtier extérieur qui permet d'étendre le Wi-Fi jusqu'à l'infini. Oh, je me suis pété le dos. Donc à la base, en fait, tout ce qu'on voulait faire, c'était vous présenter la possibilité de faire des points d'accès Wi-Fi avec un ESP32. Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Est-ce que par exemple, on peut pas alimenter le tout à l'énergie solaire pour faire des points d'accès extérieurs? Puisqu'on va pouvoir vraiment les installer à peu près partout, et je pense notamment à certaines applications, même professionnelles, pour des gens qui ont des petits domaines, des PME qui gèrent un petit peu de tourisme et des choses comme ça. Ouais. Techniquement, bah, c'est jouable, quoi. Même dans les jardins, par exemple. Ah bah oui, si t'as un domaine, un château que tu loues en gîte et que t'as un grand terrain avec plusieurs hectares, hop, ESP, Wi-Fi, autonome. Et surtout, on l'a vu, les débits, ils sont quand même pas incroyables, donc on peut pas non plus faire tenir tout un gîte sur des petits modules comme ça. Mais par contre, si on a de l'IoT dans son jardin, par exemple, avec une pompe de piscine reliée en Wi-Fi, avec, je sais pas moi, un contrôleur solaire qui permet d'avoir les informations sur son téléphone, etc., les débits qu'offre le ESP32, ils sont largement suffisants. Bon, grosso modo, Netflix 4K, ça passe, hein. Excuse-moi, mais le petit robot style qu'on a installé dans le jardin de tes beaux-parents, avec ça, on pouvait le contrôler à distance sans problème. Totalement. Sauf que, pour aller encore plus loin, je me suis dit, parce que je sais que ça existe, qu'on pouvait peut-être utiliser des antennes externes, comme celle-ci, qu'on pourrait directement relier à l'ESP32, comme celui-ci, qui a un petit port antenne juste là, et qui donc permet, théoriquement, ça va être à essayer, d'augmenter grandement la portée. C'est ni plus ni moins qu'un petit câble dans un bout de plastique, donc ça coûte pas très cher, tout en étant extrêmement intéressant en termes de performance gagnée. Les deux antennes, je les ai payées 8 €, le panneau solaire 15 €, le contrôleur de charge 9 €, la batterie 5 €. Donc, accumulé comme ça, ça fait un prix, mais on se retrouve quand même avec un point d'accès Wi-Fi autonome, open source, en solaire. Et comme on vous dit, toujours les liens sont en description, et les prix qu'on vous donne là, ce sont les prix sur Amazon et sur les grands marketplaces européens. Mais qui sont livrés en 24 heures parce qu'on est tout le temps à la bourre. Mais si vous allez sur AliExpress, Banggood et compagnie, je vous mettrai peut-être quelques liens aussi en description, et ça vous coûtera 2, 3, 4 fois moins cher. Donc là, il va falloir tester ensemble si on peut relier tout ça derrière le panneau solaire au travers de cette petite boîte en ABS. Là, ton 10 balles le panneau solaire là? Ouais. Ah,
Ah, ça déconne pas. 12 volts, 5 watts, ça devrait faire l'affaire. Petite résine époxy par-dessus, là. C'est parti. Tu vois, moi je me dis, ce qu'on peut faire, c'est que là, il y a, hop, l'arrivée des câbles. Oui. Il y a le boîtier qui passe pas. Ouais. Mais si on vient découper l'alu, on colle ça contre le truc, les câbles ils arrivent dedans. Ouais, totalement. Et attends, le meilleur, bam. Ça te fait un support au bon angle. Incroyable. On fait ça? Donc là, on a mis de la colle néoprène, donc on attend que ça sèche d'abord sur les deux surfaces avant de mettre le tout en presse. Ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, on va créer les trous pour pouvoir mettre l'antenne. Donc normalement, le panneau solaire, il devrait se placer comme ça. Donc on va mettre l'antenne sur le dessus, elle sera dégagée et ça laissera de la place pour la meilleure portée sur champ libre. Ensuite, quand vous allez mettre le bloc derrière, forcément, vous allez induire un angle d'incidence sur le panneau. Cet angle-là, il est à faire varier en fonction du rendement que vous souhaitez. Si vous êtes à Barcelone ou à Oslo, c'est pas exactement la même chose. Ensuite, le panneau, il fait 5 watts, on aura besoin d'environ 1 watt, donc ça sera pas forcément dramatiquement meilleur de calculer tout ça. Mais au pire, si vous voulez quelque chose de très puissant et qui vous causera pas de problème et qui marchera tout le long de la journée, du tout début jusqu'à la toute fin, vous mettez un panneau de 10 ou 20 watts et en fonction du rendement que vous obtiendrez, vous aurez quand même une alimentation suffisante pour faire fonctionner le tout. En ce qui concerne le petit contrôleur MPPT qui est juste ici, vous l'avez bien évidemment en lien dans la description, on a choisi celui-là parce qu'on va pouvoir le connecter directement. Est-ce que c'est un contrôleur MPPT, Baptiste? Peut-être que les gens ne savent pas. On l'a fait courte, mais c'est une petite carte qui va pouvoir absorber de l'énergie, Du panneau solaire. la stocker éventuellement, Dans une batterie. et la redistribuer sous forme clean. Corrigé, on va dire. Corrigée. Voilà. Là, par exemple, en l'occurrence, du 5 volts maximum 1 ampère. Voilà. Du 5 watts. Alors après, il y a des questions de rendement, etc. D'ailleurs, on peut le voir à l'arrière, puisqu'en entrée, on va de 6 à 24 volts. En l'occurrence, le panneau solaire qu'on a juste là, ça sera du 12 volts. Et surtout, on a la possibilité de mettre à l'intérieur une petite batterie au format 14500 qui va donc absorber l'énergie et la restituer. Ceci étant, on va s'en passer, on va faire autrement. On va utiliser le connecteur JST juste ici pour mettre une petite batterie 3,7 volts. Une ligne 1000 polymère. 1100 mAh. Tout l'intérêt de ce petit contrôleur là, c'est que lorsqu'on va consommer peu avec notre point d'accès Wi-Fi, ça viendra recharger la batterie. Si on a besoin de plus de puissance qui ne peut être délivrée par le panneau solaire, ça viendra puiser de l'énergie dans la batterie. Voilà, donc vous comprenez vraiment l'intérêt du contrôleur MPPT, c'est vraiment de gérer ce mix énergétique, hein, un mot très à la mode, pour pouvoir alimenter le tout. Donc là, ça y est, normalement sur le téléphone, on a notre point d'accès Wi-Fi. Mais ce qui est amusant de se dire, c'est que si vous voulez pas utiliser de panneau solaire, par exemple, bah en fait, là, vous pouvez quand même garder ce boîtier-là avec cette antenne-là, et vous l'avez là ici, votre petit point d'accès. C'est totalement vrai, c'est-à-dire que là, c'est un contrôleur MPPT, mais il y a un régulateur de tension. Donc à partir du moment où vous mettez une batterie dans l'emplacement ou sur le connecteur, Bah vous pouvez y brancher un peu ce que vous voulez. dans la limite évidemment de la capacité de sortie de la carte, soit 5 volts 1 ampère. Tout à fait. Et là, le SP32, 5 volts 1 ampère. Ça va aller. Allez, on referme le tout et on place ça sur notre préau. Et puis on teste les débits, ouais, ça, j'ai envie d'essayer, putain. Allô, bienvenue dans les années 70, Baptiste. Je suis un téléphone Motorola de première génération. Ah, c'est alimenté, hein.
Montre. Vous l'avez pas vu, mais j'ai fait ici un petit trou sur lequel j'ai mis un plexiglas avec du joint, ce qui fait qu'on peut regarder les LED d'alimentation USB, solaire ou batterie. Et donc là, clairement, on a la LED de solaire qui s'allume. Par contre, la batterie n'était pas chargée, donc là, on a 0 LED sur la batterie. On est vraiment sur le fond du fond de la batterie en termes de puissance. Donc on va placer ça dehors, et puis bah, on va laisser ça la journée, que ça se recharge et que ça diffuse le réseau Wi-Fi. Hop là! J'ai chopé mon écharpe, il fait froid dehors. Elle est là, c'est maman qui l'a tricoté. Donc là, il pleut un peu, Ouais. donc on en profite, on va aller vite. Là, on a les fenêtres de l'atelier. Donc on a le module Wi-Fi qui est placé ici, ça capte de l'intérieur vers l'extérieur et ça rediffuse tout à travers le point d'accès. Donc si on va sur le téléphone, ça caille, on fait un petit speed test. Et on arrive. Ok. Ben voilà. Du coup, on voit vraiment qu'en plus, on a des bons débits. On a à la fois des meilleurs débits parce qu'on a l'antenne et on capte vachement plus loin parce qu'encore une fois, on a l'antenne. Donc là, c'est idéal, non seulement pour naviguer sur Internet, parce qu'on peut se le permettre, alors les débits sont pas explosifs, mais on pourrait potentiellement regarder une vidéo dans de très bonnes conditions. On est déjà monté jusqu'à 9 mégabits. Mais surtout, on étend la capacité du réseau Wi-Fi à aller beaucoup plus loin et donc à potentiellement mettre de la domotique en Wi-Fi sur l'extérieur. Un peu comme quand on avait fait à l'époque la vidéo sur le potager, la serre intelligente, on aurait pu utiliser ce système-là pour renvoyer et ramener des données qui sont très faibles, hein, c'est quelques kilooctets qui auraient bien suffi pour pouvoir travailler correctement dans de bonnes conditions. Exactement. Alors la carte MPPT, elle a quand même un défaut qu'on a remarqué avec Baptiste, c'est que lorsqu'il n'y a plus de batterie, il faut rappuyer sur un bouton à l'intérieur pour pouvoir redéclencher l'activation sur le port USB. Donc après, c'est en fonction de vos besoins et de votre dimensionnement que vous pouvez mettre une batterie plus grosse, changer la carte ou tout simplement garder l'USP32 branché au secteur. Ça marche aussi très bien comme ça. Tous les liens sont en description et c'est à vous de vous adapter comme d'habitude. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Nous, on a adoré ce projet, on adore les petits projets électroniques comme ça parce qu'il y a plein de possibilités, surtout avec les ESP32, ça vaut rien et c'est, franchement, disons-le, à ce prix-là, assez miraculeux. Likez, commentez, partagez, ça fait toujours super plaisir. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao. Ciao. Bon, allez, je me les caille. Ouais, puis en plus, on a un poil là. Oh